Mesdames et messieurs, bonsoir. Les économies du monde à l'épreuve de la Covid-19, l'économie ivoirienne au rythme de la Covid-19. Comment la Côte d'Ivoire fait face à cette réalité? Quels en sont les résultats? Comment se portent les finances ivoiriennes? Et partant, quel est l'impact de la dette sur les caisses de l'État? Ça fait l'actualité s'intéresse à toute cette problématique avec le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. C'est une tradition dans la coopération avec les institutions de Bretton Woods, passer en revue les agrégats macroéconomiques pour déterminer l'état de l'économie et définir au besoin les clés d'une relance. Suivons plutôt ce reportage de Jean-Jacques Kwame. Cette mission du Fonds monétaire international FMI en Côte d'Ivoire va se dérouler de façon virtuelle. Conduite par Lucas Richi, elle a pour objectif d'évaluer le programme économique et financier de notre pays. À l'ouverture des travaux avec la délégation du FMI, le ministre de l'Économie et des Finances, qui avait à ses côtés le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, a indiqué que les deux plans nationaux de développement, PND, ont eu le soutien du FMI. Mais des défis restent à relever. Rehausser la qualité de vie des populations. Le PND 2021-2025 compte relever ces défis en matière d'éducation, d'accès à l'électricité, à l'eau potable, ainsi que les problématiques d'emploi jeune et d'autosuffisance alimentaire. La Covid-19 qui sévit ne doit pas freiner cette vision, souligne l'argentier du gouvernement. Adama Coulibaly a abordé pour terminer les questions qui seront développées au cours des 10 jours de la mission du Fonds monétaire international. Il s'agit entre autres du cadre macroéconomique et budgétaire, la fiscalité, la dette publique, les récentes évolutions dans les secteurs de l'énergie et du café-cacao. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a juste une semaine, vous venez de terminer la revue de l'état de l'économie de la Côte d'Ivoire avec une mission du Fonds monétaire international. Tout naturellement, on est en droit de vous demander quel est l'état donc exact de l'économie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez de faire un feedback aux populations. Des principales conclusions de cette mission de revue. Votre première question, c'est de savoir comment se porte l'économie. Je peux vous dire que l'économie se porte assez bien aujourd'hui, puisque le FMI, après avoir échangé avec différents acteurs, a confirmé effectivement que notre économie est robuste et que nous aurons un taux de croissance assez intéressant, puisque comme vous le savez, en 2020 déjà, la Côte d'Ivoire a fait preuve de résilience avec un taux de croissance positif, là où au niveau mondial, il y avait une récession et le taux était de 2% en 2020. Nous avons 2% en 2020, là où au niveau mondial, il y avait une récession de moins 3,1%. Et sur le continent africain, l'Afrique subsaharienne, c'était moins 1,7%. C'est vrai que vous dites tout cela, mais le Fonds monétaire a relevé quand même un taux élevé d'inflation. Dans son rapport. Oui, un taux élevé d'inflation, mais ce taux élevé d'inflation est lié à un certain nombre de facteurs qui ont été effectivement mentionnés par le FMI lui-même dans son rapport, en indiquant effectivement que le taux d'inflation, c'est une inflation mondiale et c'est lié en fait à la rupture des chaînes d'approvisionnement partout dans le monde. Comme vous le savez, les conteneurs ne sont pas disponibles partout, avec justement les problèmes liés à la Covid. Mais les choses commencent à repartir. Et notre taux d'inflation, comme partout ailleurs, c'est lié en fait aux produits alimentaires. Et ça, c'est une question d'approvisionnement essentiellement. Vous le disiez, en 2020, 2%, là où il y avait une récession qui donnait des taux négatifs. Oui. En 2021, 6,5%, avec une projection, on l'a dit le chef de l'État le 31 décembre dernier, de 7% en 2021. Quelles sont en gros les perspectives de l'économie ivoirienne après ce tour de table avec le Fonds monétaire international? Les perspectives sont bonnes. Les perspectives sont bonnes en ce sens que nous avons un cadrage macroéconomique sur le moyen terme qui a servi en fait à définir les actions qui sont prévues dans le plan national de développement 2021-2025. Et donc ce cadre macroéconomique montre effectivement que sur cette période de 21-25, on va avoir un taux de croissance moyen de 7,65%. C'est ce qui a été indiqué. Mais je dois tout de suite vous dire
que ce taux de croissance, il est à minima, le cadre à minima, parce que ça n'a pas pris en compte un certain nombre de facteurs, notamment la découverte récente de gisements de pétrole, baleine, dont et nous de gaz parlerons également. au cours de cette émission. Voilà, ça n'a pas été pris en compte dans le cadrage macroéconomique que nous avons fait. Donc c'est un cadre minima. Si on intègre, il est sûr qu'on aura des informations pour conforter davantage le cadre macroéconomique. Nous parlions en introduction de ce que la Covid-19 a fortement affecté les économies mondiales. Dites-nous quel est le niveau d'impact pour la Côte d'Ivoire par rapport à cette pandémie. Mais pour la Côte d'Ivoire, vous savez, les projections avant Covid disaient qu'en 2020, on aurait eu 7,2% de taux de croissance. C'est ce qui était prévu. Donc nous sommes sortis liés au ralentissement dû à la Covid à 2%. J'insiste là-dessus parce que c'est quand même une performance extraordinaire que nous devons mentionner à nos compatriotes. Et donc, nous avons eu ce taux de croissance en 2020, malgré le contexte difficile. On avait prédit un rebond en 2021 et c'est ce qui s'est fait. On est à 6,5% et on va avoir en perspective donc des taux intéressants. Il faut savoir que les secteurs qui ont été véritablement impactés par la Covid, c'est le transport, c'est l'hôtellerie, c'est le tourisme, mais c'est également le commerce. Alors, mais cette situation n'a pas été dramatique parce qu'en réalité, il y a eu également d'autres secteurs qui ont pu quand même prendre le relais. Cette croissance est justifiée également par un certain nombre de secteurs qui ont pu quand même fonctionner, comme le BTP, comme l'industrie agroalimentaire, un certain nombre de secteurs qui Quand le bâtiment va, tout va, peut-on dire? Voilà, tout à fait. Alors, la Côte d'Ivoire a lancé son dernier plan national de développement, le PND, et tout récemment le deuxième programme social du gouvernement à hauteur de 3 182 milliards de francs CFA. Comment mettre ces projets à l'abri de la pandémie? Nous pouvons nous satisfaire déjà du fait que la pandémie est, je dirais, presque maîtrisée au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand vous regardez le taux de létalité, il est très très bas au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes parmi les pays africains qui ont le plus administré de doses de vaccins. Et les deux plans dont vous parlez, le plan national de développement et le programme social du gouvernement et le PND, ce sont des initiatives majeures qui vont être mises en œuvre. Je rappelle que le PND, c'est un PND qui a un montant total de 59 000 milliards. 59 milliards de francs CFA, c'est quand même assez consistant. Et il y a 74% de ce montant qui est porté en fait par le secteur privé, ce qui fait 43 000 milliards à peu près, et le reste par l'État, par des investissements publics. Et c'est un plan qui est ambitieux. Il est ambitieux et il est surtout orienté vers la transformation, disons, de nos matières premières, puisque nous ambitionnons... C'est ce que vous appelez la transformation structurelle de l'économie? Tout à fait. La structure de notre économie doit changer. On doit aller vers plus de création en fait, de valeur ajoutée pour donner plus d'emplois aux jeunes au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pour cela que nous mettons l'emphase en fait, sur l'industrialisation. Le PS-Gouv vise à consolider le PS-Gouv 1, qui a eu quand même des résultats assez intéressants qui ont été présentés. Donc, il faut consolider cela et accélérer en fait, la mise en œuvre des projets sociaux qui sont dans le PND. Donc, c'est l'objectif également du PS-Gouv 2. Mais tout ça va être à l'abri, je dirais, de la Covid. Quand je dis à l'abri de la Covid, c'est aussi tenir compte en fait de la Covid, en mettant l'emphase également sur tout ce qui est mobilisation de ressources intérieures, en faisant des réformes qui vont en fait conforter nos investisseurs à l'extérieur pour en fait investir au niveau du pays. Alors, 114%, vous l'avez dit, de ce PND consacré donc, au secteur privé. Nous allons en parler. On sait que le monde vit depuis 2 ans au rythme de cette pandémie. Et pour y faire face, la Côte d'Ivoire a instauré des fonds de soutien, des fonds aux grandes entreprises, des fonds aux petites et moyennes entreprises, PME, et un fonds d'appui au secteur informel ainsi qu'un fonds de solidarité et d'urgence humanitaire. Pouvez-vous nous en faire le point en termes de décaissement à ce jour? Effectivement, nous avons mis en place, sous l'autorité du président de la République, 4 fonds de soutien
dans le cadre du plan de soutien économique et humanitaire, qui lui-même a suivi en fait le plan de riposte sanitaire, parce qu'il fallait en fait donner une réponse sanitaire immédiate, mais également accompagner les entreprises et faire en sorte que l'impact de la Covid soit réduit au maximum sur les populations. C'est pour cela que les 4 fonds ont été créés. Au niveau des grandes entreprises, vous parlez de résultats, au niveau des grandes entreprises, il faut savoir que sur les années 2020 et 2021, nous avons accompagné au total 137 grandes entreprises. Sur un total de combien? Sur un total, je ne connais pas le nombre d'entreprises globales, je ne peux pas vous donner ce chiffre-là, mais nous avons accompagné 137 grandes entreprises pour un montant total décaissé de 32 milliards. Concernant les petites et moyennes entreprises, nous avons accompagné 859 PME pour un montant total de 45 milliards de francs CFA. Ensuite, le troisième fonds que vous avez mentionné, c'est le fonds d'appui au secteur informel, tout à fait. FASI. Alors, ce FASI a permis d'accompagner 137 000 acteurs du secteur informel. Et le montant total décaissé dans ce cadre-là, c'est 34 milliards de francs CFA. Et puis, bien sûr, le quatrième fonds, qui est le fonds de solidarité, qui vise effectivement à faire en sorte que la solidarité se manifeste et que ceux de nos compatriotes qui sont les plus défavorisés puissent avoir quand même un minimum pour pouvoir traverser cette période. Nous avons assisté dans ce cadre-là 331 000 familles. Et donc, ça fait quand même quelque chose d'important pour un montant total de 49 milliards de francs CFA. Je dois dire que sur le fonds de solidarité, nous avons accompagné également 20 800 salariés qui ont été impactés par la Covid, qui ont été, je ne dirais pas licenciés, mais qui ont été mis en chômage technique. Donc, ils ont été assistés dans le cadre donc, du fonds de solidarité pour 49 milliards. Alors, dites-nous, monsieur le ministre, est-ce que ces fonds sont des dons ou des prêts? Ah non, il y a une combinaison de dons et des prêts. Alors, pour ce qui est des grandes entreprises, ce sont essentiellement des prêts qui ont été consentis aux grandes entreprises. Quand on appelle grandes entreprises, ce sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires au-delà de 1 milliard de francs CFA. Donc, on considère qu'elles avaient des difficultés temporaires et qu'il fallait donc les accompagner à travers des prêts à des taux qui sont quand même intéressants. C'était 3% de taux d'intérêt et durée de remboursement entre 18 et 36 mois, donc ça fait entre une année et demie et 3 ans. Pour ce qui est donc des petites et moyennes entreprises, il y avait 2 guichets. Un guichet avec un taux d'intérêt réduit, 2,5%, et un autre guichet qui accompagnait en fait les micro-entreprises. C'était des prêts qui étaient faits à taux zéro. Donc vous voyez que nous avons segmenté pour pouvoir accompagner, disons, les entreprises qui avaient les besoins nécessaires. Et concernant le secteur informel, les 137 000 acteurs du secteur informel dont j'ai parlé, ce sont essentiellement des subventions qui leur ont été faites. Il n'y avait pas de remboursement à faire, c'est simplement d'accompagner ces acteurs du secteur informel qui avaient des activités qui étaient affectées justement du fait de la Covid. Et puis, bien sûr, pour ce qui est des familles, les 131 000 familles que nous avons assistées, y compris également les subventions qui ont été faites pour le personnel en chômage, c'était essentiellement des dons que nous avons fait. Alors, lors de son adresse, au cours de la dernière cérémonie de présentation de vœux, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a dit que des fonds étaient encore disponibles. Est-ce que l'accessibilité est facile pour les entreprises? Ah oui, les fonds sont disponibles, surtout pour les petites et moyennes entreprises, parce que finalement, ce sont celles-là qui constituent l'essentiel de notre tissu économique. Et donc, nous avons constaté effectivement qu'en 2021, il y a eu un fléchissement en fait dans les requêtes qui ont été introduites au niveau des fonds. Et pour vous dire, pour être précis, en 2020, il y avait 83 PME qui avaient été donc assistées. Sur l'année 2021, c'est 44. Donc il y a eu un fléchissement. Donc nous avons examiné pourquoi il y a ce fléchissement et cette baisse en fait dans les requêtes qui sont introduites. Nous avons constaté simplement qu'il
il était un peu difficile pour certaines entreprises de pouvoir satisfaire en fait tous les critères qui avaient été édictés. Donc il y a eu des mesures d'assouplissement qui ont été introduites à la fin de l'année 2021 pour permettre au plus grand nombre d'entreprises de pouvoir accéder à ces fonds. Parce que les fonds ont été créés pour accompagner les entreprises. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faciliter leur accès à ces fonds-là. Donc comme exemple d'assouplissement, nous avons réduit en fait le pourcentage pour pouvoir justifier en fait que l'entreprise est impactée par la Covid. Avant, il fallait qu'une entreprise puisse justifier que son chiffre d'affaires a baissé de 25% du fait de la Covid. Maintenant, on dit simplement 10%. Si une entreprise peut justifier que, disons, ses activités sont en baisse à seulement à hauteur de 10% du fait de la Covid, elle peut bénéficier en fait des fonds. D'accord, vous avez cité les secteurs qui ont été fortement impactés, le transport, le tourisme, le commerce. Et beaucoup de chefs d'entreprise disent que l'argent a été utilisé pour payer les salaires, maintenir l'outil de production. Que prévoyez-vous aujourd'hui pour la relance ? Est-ce qu'elles doivent s'attendre à un autre appui de l'État pour vraiment redécoller pour celles de ces entreprises qui n'ont pas pu travailler véritablement au cours de cette période? Non, ce que nous avons voulu faire, c'était dans un premier temps d'aider les entreprises à pouvoir soulager leur trésorerie. C'est ce qui a été fait. Vous vous souviendrez qu'en 2020, il y a eu des mesures de moratoire sur la fiscalité. On leur a demandé de payer les impôts avec un peu de décalage pour leur permettre d'avoir la trésorerie pour faire face à leurs besoins. Et là également, nous avons comme objectif de préserver l'outil de production parce qu'il s'agissait de faire en sorte que la reprise et la relance, comme on en parle aujourd'hui, soient facilitées. Parce que si l'outil de production était entamé, si les machines étaient arrêtées, les usines et tout ça, la reprise allait être un peu plus difficile. Donc nous avons traité ces questions. Aujourd'hui, on parle de relance. Le PND est là pour ça. Si on parle aujourd'hui du plan national de développement, c'est parce que la phase de récession qu'on craignait est derrière nous. Et la preuve, c'est que nous avons eu donc en 2020 quand même une croissance. En 2021, nous avons une taux de croissance nationale de 6,5%. Les perspectives sont bonnes. Donc nous demandons aux entreprises, les fonds sont toujours disponibles, elles peuvent venir introduire les requêtes pour bénéficier de cela et s'inscrire dans la dynamique de relance de l'économie. Puisque nous sommes dans un stade maintenant où nous voulons accélérer les choses, avoir un taux de croissance qui soit soutenu dans le temps. D'accord. Lorsque ce plan de riposte était lancé il y a 2 ans, la préoccupation majeure de l'État était de maintenir l'appareil productif, donc l'outil de production, et de sauvegarder les emplois. Aujourd'hui, quel est le bilan que vous pouvez faire sur ces objectifs visés? Je peux dire que les objectifs ont été atteints au regard des résultats que nous avons. Parce qu'il faut savoir qu'en pleine période de Covid 2020, nous avons créé quand même 94 000 emplois. 94 000 emplois en 2020 contre 83 000 en 2019. Ça veut dire que la Covid, bien qu'elle ait été un facteur limitant, mais elle n'a pas entamé en fait le dynamisme de l'économie. Donc on a créé ces 94 000 emplois, ce qui veut dire simplement que l'économie a donné depuis le départ des signes de résistance, des signes de résilience, et c'est ce qu'on constate encore aujourd'hui. Et vous pouvez voir également que tous les secteurs aujourd'hui ont repris après cette première période en 2020 qui était un peu plus compliquée pour tout le monde. Je vous invite maintenant à parler finances. C'est sûr qu'au cours de cette mission avec le Fonds monétaire international, vous en avez discuté. La question de l'endettement reste une préoccupation en Côte d'Ivoire. Question pédagogique, pourquoi doit-on s'endetter? Est-ce que nous sommes obligés de nous endetter, Monsieur le ministre? Écoutez, la dette, elle fait partie des mesures de politique économique. On s'endette simplement parce que on a des ambitions d'investissement qui sont importantes, on a des besoins à satisfaire. Et comme les ressources publiques ne sont pas suffisantes, on emprunte pour pouvoir justement satisfaire nos besoins d'investissement. Et ça, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, partout c'est comme ça. Mais ce qui se dit souvent, c'est pourquoi on emprunte. On emprunte justement pour faire des investissements. On emprunte pour faire face à des besoins. Mais on n'emprunte pas
pour financer le fonctionnement, pour verser des salaires ici et là. Ce n'est pas ça. Pour la consommation. Non, ce n'est pas ça l'emprunt. Un emprunt qui est intelligent, c'est un emprunt qui est investi dans des secteurs productifs, de manière à accroître la richesse nationale et rendre le pays capable justement de rembourser cette dette-là, tout en poursuivant en fait son cheminement vers la croissance. Et c'est ce qui se fait. D'accord. Dites-nous exactement alors, quel est le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire en valeur absolue et en proportion par rapport au produit intérieur brut, la richesse nationale? Bon, écoutez, la dette aujourd'hui autour de 19 800 milliards à peu près, fin 2021. Dernier trimestre 2021, le pointage va être fait de façon précise. Mais comme je dis souvent, parler comme ça de façon nominale de la dette, ça ne veut pas dire grand-chose en réalité. Quand je dis 19 000 milliards, je pourrais dire 40 000 milliards, 100 000 milliards. Rapporté alors au PIB, pour qu'on comprenne mieux. Pour qu'on comprenne qu'effectivement, on met en relation en fait, la dette avec la richesse nationale. Pour vous donner simplement un exemple, je vais peut-être regarder les chiffres que j'ai ici. Allez-y. Merci. Pour être précis. Voilà, tout à fait. Je dois vous dire, par exemple, qu'en 2011, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, exactement, l'encours de la dette était de 8 377 milliards. 8 377 milliards et ça représentait 69,2% du PIB qui lui-même était de 12 112 milliards en 2011. Alors aujourd'hui, en 2021, je vous parle donc de 19 800 milliards et quand vous regardez le PIB en 2021, il est de 38 439 milliards. Quand on se projette en 2022, puisque nous sommes déjà en 2022, oui, l'encours de la dette sera de 20 900 milliards par rapport à une richesse nationale de 42 000 milliards. Vous voyez, quand on fait le ratio, on va se retrouver en 2022 là à 50%. 50% du PIB. Mais quand on dit ça, il ne faut pas regarder ça dans l'absolu, il faut regarder également de façon comparative avec d'autres pays. Vous savez que la norme communautaire au niveau de l'UEMOA, c'est 70%. Nous sommes à 50%. C'est-à-dire que nous avons une marge assez importante encore d'endettement. Mais ça ne veut pas dire que nous allons progresser pour aller à 70%. Mais quand on regarde également au niveau de toute l'Afrique subsaharienne, la moyenne du taux d'endettement, c'est 62% au niveau de toute l'Afrique, là où nous sommes à 50%. Vous regardez également nos pays comparateurs. Les pays comparateurs, c'est quoi? C'est le Kenya, c'est le Sénégal, c'est le Ghana. Le Sénégal et le Kenya ont des taux d'endettement de 68%. Les deux pays, 68%. Et le Ghana, c'est 83%. Donc ça veut dire que même vous regardez simplement, c'est pour cela souvent quand on dit oui, la Côte d'Ivoire est endettée, non, on n'est pas du tout endetté. Vous êtes en train de dire que la dette est maîtrisée. Mais non seulement c'est maîtrisé, mais ça a servi à faire quelque chose, ça a servi à créer de la richesse. Ça a servi à créer de la richesse. Regardez tous ces investissements qui sont faits dans l'énergie, dans le transport. Vous voyez les ports où nous avons beaucoup investi, dans la santé, dans l'éducation, dans l'hydraulique, dans les infrastructures routières, vous les voyez partout. Donc ces investissements-là permettent de créer des richesses qui mettent le pays en position de pouvoir non seulement servir la dette, mais également poursuivre sa marche vers la croissance. Maintenant, est-ce que notre endettement est maîtrisé? Je vous dis oui, puisque nous sommes à 50% de ratio d'endettement. Et notre stratégie d'endettement, elle existe. Nous n'empruntons pas n'importe comment, à n'importe quelle condition. Nous empruntons d'abord à travers des guichets concessionnels, des taux concessionnels. Ça veut dire simplement que ce sont des financements qui ont un élément don de 35%. Une fois qu'on a épuisé cela, on va vers des financements qui sont semi-concessionnels. C'est quand on a épuisé tout ça qu'on peut s'orienter vers la dette commerciale en termes de volume. Donc, on emprunte selon une stratégie. Et en plus de cela, pour nous permettre nous-mêmes de nous assurer que notre dette
est soutenable dans la durée, nous faisons des analyses de viabilité de la dette de façon régulière pour voir si notre dette est soutenable sur la durée. Effectivement, aujourd'hui, notre dette est soutenable, le risque d'endettement est modéré au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Je voudrais rassurer donc nos compatriotes pour dire que la dette n'est pas un problème aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire. Les instructions du président de la République et du chef du gouvernement, c'est effectivement de gérer notre dette avec beaucoup d'intelligence. D'accord. Tout récemment, il y a eu l'Assemblée générale des institutions supérieures de contrôle qui ont effectivement en usage le français en commun, cette assemblée qui s'est réunie à Abidjan. Est-ce que la Côte d'Ivoire a été jugée bon élève par rapport à sa dette? Ah oui, la Côte d'Ivoire a été jugée comme bon élève. D'abord, la question de la dette a fait l'objet d'une attention particulière au niveau... c'est un point d'ailleurs qui va être précisé. Disons, les institutions supérieures de contrôle ont décidé de faire de l'endettement une question essentielle. Parce qu'à l'occasion de la Covid, il y a eu beaucoup d'endettement, pas seulement au niveau du continent africain, même les pays européens, la dette a été gonflée parce que les gens avaient besoin d'emprunter pour soutenir leur économie. Donc les institutions supérieures de contrôle n'avaient pas vocation d'examiner notre dette, mais ayant fait le constat que la dette a augmenté du fait de la Covid au cours des dernières années, ils ont estimé que c'est un point sur lequel ils devraient pouvoir se prononcer au cours de la prochaine année. D'accord. L'année 2021 a été marquée aussi par la découverte du gisement baleine auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. Cela suscite beaucoup d'intérêt, aussi bien pour les investisseurs que pour les Ivoiriens. Quels en sont les enjeux? Écoutez, les enjeux sont importants compte tenu du volume même de cette découverte-là. Vous voyez, les investissements qui vont être faits dans le cadre du gisement baleine, c'est 11 milliards de dollars. Bon, ce qui fait à peu près l'équivalent de 6 000 milliards de francs CFA. Et donc ce gisement va être exploité à partir de 2023. C'est-à-dire les premiers barils vont sortir en 2023, 12 000 barils par jour à partir de 2023. Et ça va monter jusqu'à 75 000 barils jour à partir de 2025-2026. Pour ce qui est du gaz, c'est 17 500 000 pieds cubes qui vont être produites à partir de 2023. Et ça va passer en fait à 140 millions de pieds cubes en 2020. Actualité oblige, on a constaté un relèvement du prix à la pompe du super ce mois de février. Est-ce que ce gisement peut permettre d'espérer que les prix soient maintenus quand même à un niveau raisonnable pour la population? Non, le mécanisme de formation des prix à la pompe n'intègre pas cela pour l'instant. Vous savez que le prix à la pompe est régi surtout par l'évolution du prix international du pétrole. Et je vois qu'il y a quelques commentaires qui sont faits sur l'augmentation récente, mais ce n'est rien du tout. C'est l'application simplement du mécanisme automatique d'ajustement des prix à la pompe. Alors, c'est un mécanisme qui est appliqué, qui se fait. Quand le prix international augmente, on essaie de faire des ajustements. Quand ça baisse, on baisse les prix. Il faut savoir pour l'information de nos compatriotes que, en fait, en une année, le prix du baril de pétrole est passé de 54 $ à 89 $ en une année. Donc, vous voyez déjà qu'on a impacté simplement. Très rapidement, l'avant-dernière question, c'est très important, c'est l'assurance que les Ivoiriens voudraient avoir quant à l'appartenance exclusive de ce gisement à la Côte d'Ivoire au regard du litige maritime qu'il a opposé au Ghana en 2017. Ah non, ce gisement baleine est assez loin de la frontière. Il est assez loin de la frontière, il est à Sunday, il est à 50 km de la frontière. Donc il y a très peu de risques que effectivement, il y a des difficultés là-dessus. Mais comme vous le savez, dans tous les cas, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont des pays voisins. S'il y a un problème qui se pose, ça va être réglé de façon totalement amicale. D'accord. Mission du Fonds monétaire international, découverte de gisements de pétrole et de gaz, gestion de la dette. Y a-t-il, pour conclure, de réels espoirs quant à l'avenir de l'économie ivoirienne, M. Adama Coulibaly? Ah oui, bien sûr, je vous l'ai dit. Les perspectives sont bonnes au niveau de la Côte d'Ivoire.
Nous avons une économie qui est robuste, une économie solide. Je voudrais rassurer, pour ce qui concerne la dette, nos compatriotes, encore une fois, qu'il n'y a pas de problème d'endettement de la Côte d'Ivoire, problème de surendettement, parce que c'est quelque chose qui est très surveillé au plus haut niveau par le chef de l'État, par le chef du gouvernement. Donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. La dette est bien gérée, elle est maîtrisée, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Merci. Je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous m'avez donnée d'échanger avec vous. Merci. C'est la fin de ce Ça fait l'actualité avec le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, qui a passé en revue l'état de l'économie ivoirienne dans un contexte sanitaire mondial éprouvant. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'économie ivoirienne reste robuste et donne de bons signaux pour l'avenir. Merci de nous avoir suivis et restez sur la chaîne qui rassemble.